Les difficultés pour appréhender ce que serait la pensée chinoise sont nombreuses. Le manque d'une histoire conceptuellement partagée entre la Chine et l'Europe, le manque d'intuition équivalente et de lieux communs m'invite à la prudence dès qu'il s'agit de statuer sur le sens d'un corpus qui serait constitutif à la Chine ancienne. Mes habitudes issues de la philosophie ne me sont pas d'une grande aide pour saisir ce qui n'est pas adoubé à sa logique. Et d'une manière exclusive depuis le XIXe siècle, le domaine de la philosophie n'a cessé de refuser que soient équivalentes les différentes formes de pensée du monde. Que je prenne Hegel, Heidegger ou même plus récemment Deleuze, une pensée extra-occidentale telle que celle de la Chine serait soit présocratique et anhistorique, soit appartiendrait à un ailleurs se situant dans une autre dimension de l'être, soit elle ne produirait que des figures à des fins de concepts. Je dois bien avouer que la philosophie n'est pas le bon domaine pour appréhender ce qui est hors de ce domaine autoréférentiel. Le spécialiste de la pensée chinoise, le sinologue occidental, a pour première obligation de mettre à distance les a priori construits historiquement par la philosophie. Il ne peut les considérer que comme un simple phénomène anthropologique, limité à une certaine histoire, dont lui-même est issu. Joël Thoraval, en 1992, dans l'article « Existe-t-il une philosophie chinoise ?», a soutenu que, je cite, « C'est au nom du relativisme culturel que le sinologue s'interdit de projeter sur l'univers qu'il examine les catégories qui lui sont familières. Ce n'est à la philosophie chinoise que le sinologue s'intéresse, mais à la pensée chinoise, laquelle possède ses articulations propres. Dans cette perspective anthropologique, le discours philologique n'est pas traité autrement que s'il était simplement le mythe singulier de la tribu européenne. » En ne prenant pas garde, le danger serait grand. Construire une cohérence nouvelle depuis l'extérieur, au sein d'un corpus ancien, revient à transformer une tradition ou à l'inventer purement et simplement. Trouver dans un ailleurs lointain des réponses qui solutionneraient les questions posées ici est un fantasme grandement partagé. Depuis le romantisme avec sa renaissance orientale, en utilisant les termes de Raymond Schwab, jusqu'à la Beat Generation, les occurrences sont multiples. Sous la belle affirmation d'une mise en valeur d'une culture autre, se profilerait le risque de l'aliéner. Il se produirait inexorablement des détournements, des glissements, une redéfinition de la fonction et de la finalité des textes, ne serait-ce qu'au travers des traductions et des transpositions. Je peux parfaitement suivre les mots d'An Chang dans l'article « Les tribulations de la philosophie chinoise en Chine » écrit en 2007. Je la cite. Le grand public aspire à autre chose que ce qu'ont apporté jusqu'ici les religions monothéistes constituées et où les philosophes cherchant à sortir de la métaphysique découvrent avec délectation ce qui leur est présenté comme une pensée de l'immanence. Depuis plus d'un demi-siècle, la question de la philosophie chinoise n'est plus seulement la préoccupation des intellectuels chinois, elle est devenue aussi l'affaire d'occidentaux qui pensent trouver dans cette tradition une façon autre de faire de la philosophie. Mais qu'en est-il depuis la Chine ? Y a-t-il une compréhension des phénomènes qu'An Cheng décrit ? Y a-t-il une attention particulière ? Est-ce un désintérêt ou au contraire y a-t-il plutôt la peur d'une transformation par cette extériorité philosophique ? Pour tenter de répondre à cette question, le premier élément important serait de noter que l'introduction de la notion de philosophie en Chine a profondément transformé la perception de sa propre tradition savante, cela au risque de la disparition de sa spécificité. Karine Defort en 2005, dans l'article « Existe-t-il une philosophie chinoise ?», nous informe que, je la cite, Il est étrange que l'introduction de la discipline philosophique en Chine, au tournant du XXe siècle, en même temps que d'autres disciplines et, surtout, de changements institutionnels radicaux, ait pratiquement mis un terme à cette tradition des maîtres. Ceux qui, aujourd'hui encore, étudient les vieux maîtres dans une section particulière au sein du département de philosophie, ne se qualifient plus de maîtres, mais bien de spécialistes universitaires de la philosophie chinoise. Pour en arriver à un tel constat, celui du remplacement de la figure du maître par la figure du spécialiste universitaire, il me faudrait d'abord suivre l'histoire de l'importation du domaine de la philosophie, puis suivre la reconstruction de la philosophie chinoise au travers des nouveaux outils philosophiques, et enfin voir les effets de la transformation des pratiques concernant le rapport maître-élève au sein d'une nouvelle institution de type universitaire. Cette histoire de la philosophie chinoise m'intéresse particulièrement, car contrairement à ce que je pouvais supposer, elle trouve son origine non en Chine, mais dans le Japon du XIXe siècle. En effet, c'est au Japon que se seraient construites les premières traductions des modèles épistémologiques européens, cela sous la forme de nouveaux néologismes utilisant des idéogrammes chinois. Ces ensembles de néologismes ont été très importants pour la modernisation du pays et la construction d'un État-nation et d'institutions garantissant l'autonomie du pays. Que ce soit les sciences et les techniques industrielles en découlant, mais aussi les notions de droit, de citoyenneté ou du code civil, avec aussi les modèles d'organisation militaire et sans oublier les notions culturelles telles que l'art, l'architecture ou la littérature, la modernisation du Japon passe grandement par ces néologismes permettant de traduire des concepts européens.
Étant basés sur les caractères chinois, massivement partagés dans cette partie du monde, ces centaines de mots constituant des domaines entiers de la pensée moderne ont été diffusés dans toute la région et ont connu un rôle décisif dans la modernisation de la Chine. C'est le savant japonais Nishii Amane qui a construit le néologisme de philosophie, se lisant Tetsugaku. Il aurait pris l'initiative de ne pas traduire ce terme par un mot déjà existant dans la tradition chinoise, mais d'inventer une nouvelle combinaison de caractères, cela pour signifier notamment que la philosophie serait un nouveau domaine qui n'aurait pas eu d'antécédent dans cette partie du monde. Ce spécialiste des études européennes est parti faire des études très tôt. En 1862, il parlait le hollandais, a mené des traductions depuis cette langue. Et surtout, il a inventé des centaines de néologismes, dont un grand nombre sont devenus courants et toujours utilisés aujourd'hui. Je me propose de suivre le descriptif d'An Cheng qui présente les différentes étapes du processus du passage de la notion de philosophie à celle de philosophie chinoise en Chine. Je la cite. 2 points. L'introduction de la philosophie en Chine se joue en un laps de temps très court, dans la toute première décennie du XXe siècle, à la suite d'une phase préparatoire au Japon. Pour traduire ce concept occidental, le binôme Tetsugaku correspond à 2 caractères chinois qui signifient étude de la sagesse, est utilisé pour la première fois en japonais en 1874 par Nishii Amane. Ce mot se retrouve pour la première fois transposé en chinois dans un compte-rendu sur le Japon publié en 1897, où se retrouve décrite l'organisation de l'Université impériale de Tokyo, fondée en 1877 dans l'esprit de Meiji, et composée de 3 grandes facultés, droit, physique et enfin littérature dont dépend un département de philosophie. Ainsi, la première fois qu'apparaît le mot philosophie en Chine, c'est en tant que discipline importée depuis le Japon. En l'occurrence le nom d'une section de l'Université de Tokyo, qui a elle-même une importation, une copie pourrais-je dire, des modèles d'enseignement de la pensée européenne. Au cours des années 1870, notamment avec le groupe Meilokusha, surnommé les Lumières japonaises, les importations dominantes du corpus philosophique venaient de l'utilitarisme, du positivisme et du matérialisme. Au tournant des années 1880, des choix politiques et les orientations gouvernementales, amenant vers la constitution Meiji au Japon, auraient privilégié l'importation et l'enseignement de l'épistémologie et de la philosophie allemande. Dans un ancien article de 1957, les principaux courants de la philosophie japonaise et contemporaine, Jino Piovesana explique certaines raisons de cette situation. Je le cite. 2 points. Le fait que l'idéalisme allemand prit la place de l'empirisme et de l'utilitarisme anglais fut dû en grande partie à 3 professeurs qui vinrent enseigner à Tokyo. L'américain Ernest Fenelon, l'anglais Charles Cooper et l'allemand L. Busse. Le écrit impérial de 1886, qui définissait et réorganisait l'enseignement officiel au Japon en centrant l'éducation sur les devoirs envers la personne de l'empereur et le respect dû aux ancêtres, marqua aussi un tournant pour la philosophie, qui à partir de là s'inspira de la philosophie allemande. Dès lors, la philosophie enseignée au Japon est devenue une histoire de la philosophie grandement influencée par Hegel et par Kant. Les cours donnés à Tokyo ont été traduits en chinois au début du XXe siècle. Je cite An Cheng, 2 points. En 1903, Cai Yuanpei, futur recteur de la prestigieuse université de Pékin, publie Les grandes lignes de la philosophie, qui reprend en traduction chinoise des notes prises en japonais lors de cours dispensés en anglais par un professeur allemand à l'université de Tokyo. Les cours portent sur les concepts fondamentaux, les grands courants, méthodologies et systèmes, au premier rang desquels ceux de Kant et de Hegel, de la philosophie européenne. La philosophie a ainsi été importée au Japon puis en Chine. Elle a grandement été influencée par l'idéalisme allemand. Mais l'expansion du domaine de la philosophie a eu un autre effet au sein de l'université de Tokyo. Après la transposition de la philosophie occidentale dans les cadres universitaires japonais, rien n'empêchait de reconceptualiser les formes de pensée non occidentales dans ce même cadre universitaire, d'où la naissance de la philosophie chinoise. Si l'on en croit une note de Léon van der Merch dans un article de 1985, la création d'une section de philosophie chinoise daterait de 1881. Je le cite. 2 points. L'application à la tradition chinoise de la catégorie occidentale de philosophie doit remonter à l'enseignement de Nakamura Masano, nommé professeur à l'université de Tokyo en 1881, sa chaire portant l'intitulé de Sino-japonais et philosophie chinoise, Kanbugaku Shinatetsugaku. Je soupçonne, sans avoir pu le vérifier, que l'intitulé Shinatetsugaku, philosophie chinoise, apparaît là pour la première fois. La construction d'un cadre universitaire a eu pour effet de découvrir un nouveau domaine et de produire des publications construisant un corpus de textes et des méthodes pour les saisir. Le cadre universitaire construit, à sa manière, une histoire de la philosophie chinoise. Je cite An Cheng. 2 points. Dès la première décennie du XXe siècle paraissait une série d'histoires de la philosophie chinoise,
toutes publiées sous le nom de Shina Tetsugakushi. La toute première, du Endo Tyukichi, paraît à Tokyo en 1900. Évidemment, pour structurer cette histoire en parallèle de l'histoire de la philosophie dite occidentale, et pour potentiellement comparer les deux, il doit y avoir une homogénéisation des concepts et une transposition des cadres intellectuels de classification sur des phénomènes anciens qui ne reposaient pas sur le même type de catégorie. Il y a eu aussi une reconstruction de la nature des relations entre les éléments originaux, cela en fonction des cadres universitaires importés. Cette histoire de la philosophie chinoise, je cite Han Sheng, propose une périodisation tripartite inspirée des histoires de la philosophie occidentale, la philosophie antique, la philosophie médiévale des Han jusqu'au Tang, et enfin la philosophie des temps modernes des dynasties Song. Tout en restant fidèle aux divisions classiques des études canoniques, Endo n'hésite pas à faire usage de catégories empruntées au savoir occidental, métaphysique, éthique, théorie politique, et traduites par des néologismes japonais. Après Endo Tyukichi, d'autres versions de cette histoire de la philosophie chinoise s'écriront au Japon et constitueront petit à petit la trame d'une pensée qui serait asiatique ou orientale, différente mais de puissance équivalente à celle qui serait occidentale ou grecque, et tout cela à partir de la spéculation de nombreux néologismes inventés au XIXe siècle par l'importation des notions de la philosophie européenne. Je cite Han Sheng, Cette première histoire de la philosophie chinoise est suivie par une série d'autres dont la plus détaillée et la plus connue demeure sans doute celle de Takase Takejiro, parue à Tokyo en 1910. Dans sa préface, l'auteur rappelle que son ouvrage couvre 4000 ans d'histoire, qui représente la source de la pensée orientale, Toyo Shiso, reprenant ainsi à son compte l'idée que c'est désormais le Japon qui se retrouve au cœur d'un espace oriental, autrefois animé par la Chine. Les textes sur la philosophie chinoise émergeant de cette dynamique au Japon ont été traduits et importés avec un peu de décalage temporel en Chine. En effet, la Chine a eu beaucoup plus de difficultés que le Japon pour se moderniser à cette période. Celle-ci est passée par l'importation des néologismes japonais, et d'une certaine manière, elle s'est inspirée de celui qui était préalablement considéré comme son petit frère. Je peux noter que la traduction du texte de Inoue Enryo en 1906 en Chine véhiculait les conférences publiées au Japon une dizaine d'années avant et avait pour objectif, je cite Han Sheng, de promouvoir l'étude du bouddhisme et de tenter une synthèse pour le moins surprenante des pensées de Bouddha, de Confucius, de Socrate et de Kant. Mais il a fallu attendre encore une décennie pour avoir les premières parutions en Chine sur la philosophie chinoise. Je la cite encore, En Chine, il faudra attendre 1916 pour que paraisse à Shanghai la première histoire de la philosophie chinoise en chinois par Xie Wulian, suivi de près éclipsé par le premier volume du précis d'histoire de la philosophie chinoise de Hu Shi, paru également à Shanghai en 1918. Cette histoire de Hu Shi apparaîtrait centrale dans l'appréhension de ce que serait la philosophie chinoise. À la manière de ce qui était écrit au Japon, cette histoire serait filtrée par les concepts de la philosophie occidentale, mais plutôt que l'idéalisme allemand prédominant au Japon, elle aurait été influencée par le pragmatisme américain et la philosophie logicienne. En effet, l'auteur a produit sa thèse de doctorat sous le philosophe John Dewey à Columbia. La mise en relation entre le pragmatisme américain et la philosophie chinoise peut sembler aussi hasardeuse que celle qui a initialement été mise en relation au Japon avec l'idéalisme allemand, mais elle a joué un rôle politique dans une volonté d'autonomisation, partagée à la fois par les Chinois et les Américains contre la philosophie européenne et celle ayant lieu au Japon. Ainsi la synthèse que nous rapporte Joël Thoraval dans son article « La tentation du pragmatisme » datant de 2007, je le cite. Ce n'est plus l'Occident qui est mis en avant, mais une expérience spécifiquement américaine. Celle-ci présentée à la fois dans sa proximité supposée avec la tradition culturelle chinoise et dans sa contribution à la remise en question d'une hégémonie philosophique européenne. Dans le cas du Japon, l'introduction des cadres conceptuels de la philosophie et aussi l'agencement des pensées dites traditionnelles à l'intérieur des catégories nouvelles sont liés avant tout à un contexte politique et à une nécessité de modernisation, celle de la construction d'un État-nation autonome. Le processus n'a visiblement pas été une opération dont les préalables auraient été motivés par une étude précise des possibilités de transposition, mais plutôt le moteur semblait être un besoin de reconnaissance et d'autonomie vis-à-vis de l'hégémonie européenne. C'est de cette manière que le synthétise Karine Defort, je la cite. La Chine, sur le modèle japonais, voulait se redresser et se renforcer en cherchant son inspiration à l'étranger. Étant donné que la philosophie semblait contribuer à la puissance et au prestige de l'Occident, les lettrés chinois décidèrent non seulement de se former à la philosophie de l'Occident, mais aussi d'attribuer rétrospectivement ce titre à leur propre tradition de pensée. La force de ce raisonnement en Chine n'a, bien sûr, d'égal que son rejet en Occident.
Ainsi donc, la reconversion de la pensée des maîtres anciens en philosophie chinoise n'était autre qu'un enjeu politique, et non le résultat d'un examen approfondi. Cette reconstruction d'un héritage à travers des savoirs qui sont hétérogènes et importés pose évidemment de nombreuses questions par rapport aux effets secondaires que produisent de telles opérations. Une fois que des mutations de ce type ont été effectuées, il me semble bien naïf que de penser qu'il serait possible de revenir à un état antérieur. De plus, comme cette dynamique a été produite en vue d'une demande de reconnaissance identitaire, qu'elle a produit une fierté de type nationaliste, je peux imaginer à quel point le terrain comporte de nombreux pièges qui ne demandent qu'à exploser. Il me faudrait décrire quelques effets de ce type de fonctionnement, d'autant qu'il y aurait plein de correspondances à constater avec les fascinants effets de l'importation au Japon de la notion de philosophie, mais aussi celle de l'art qui a transfiguré les formes modernes et celles traditionnelles. En guise d'illustration à cette naissance de l'histoire de la philosophie chinoise, et en vue d'une introduction à ce qui ressemble à l'institution de paradoxe au sein de la pensée chinoise, je vais évoquer un effet secondaire mécanique qui m'apparaît évident. La transposition concrète de cadres universitaires, ceux de l'institution académique en tant qu'organisation, aurait produit des réagencements au sein de la pensée chinoise. En suivant certains articles et interventions radiophoniques de Joël Thoraval, il serait possible de se faire une idée des pertes subies par la transposition de l'institution universitaire en Chine, c'est-à-dire par la manière dont est construite le savoir et la manière dont il est diffusé à travers le discours universitaire ou les modèles pédagogiques. Ainsi, sur la radio France Culture en 2015, l'auteur parle de la naissance de la catégorie de Tetsugaku, c'est-à-dire de la philosophie au Japon et en Chine. Je le cite. 2 points. Ni les samouraïs japonais, ni les lettrés chinois ne connaissaient cette catégorie de philosophie. Donc elle a été introduite de l'Occident, au Japon d'abord à l'époque Meiji, à la fin de l'Empire ensuite en Chine, et elle s'exprime par un néologisme qu'ont créé les Japonais et que les Chinois ont adopté un peu plus tard, Tetsugaku. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un concept, c'est une institution. L'institution de l'université moderne européenne avec son département de philosophie. Cela implique une révolution, parce que les jeux de langage légitimés sont différents, le rapport maître-disciple est différent, les micro-pouvoirs qui s'exercent dans une académie sont différents. D'après Joël Thoraval, il n'y a pas eu qu'une influence conceptuelle par l'apportation de la philosophie, mais il y a eu aussi et surtout une influence concrète sur le fonctionnement même des modèles de production et de transmission du savoir. Cela jusque dans les règles politiques équilibrant les rapports de pouvoir et de légitimation au sein d'un établissement universitaire, qui sont évidemment très éloignés de ceux qui régnaient dans les concours mandarinaux, ayant lieu jusqu'au début du XXe siècle et reposant sur la connaissance des textes canoniques. Par comparaison avec le modèle universitaire, les anciens modèles de formation et de diffusion mettaient l'accent sur l'aspect pratique. Je cite encore Joël Thoraval dans cette émission de radio. 2 points. Si vous comparez cela avec les structures anciennes, l'académie confucéenne, vous aviez au contraire un ensemble de gens qui vivaient ensemble, maîtres et disciples, pour développer des pratiques qui n'étaient pas seulement intellectuelles, mais physiques, corporelles, méditation, rituels, etc. Donc le sens de la formation être confucéen, comme disait Max Weber, cela voulait dire être un virtuose, à la maîtrise de comportements permettant un auto-perfectionnement de soi pour atteindre un état ultime de sagesse. Il me faut noter que ces pratiques dites confucéennes ont été établies à la période Song avec ce qu'il est commun d'appeler le néo-confucianisme dans lequel a été incorporée une ambition cosmologique proche du bouddhisme. Cette école est aussi qualifiée parfois de métaphysique. Mais je peux facilement percevoir que cette position de sage, ou peut-être plus précisément selon les traductions, cette position de sainteté disparaît totalement avec son transfert dans un système académique de type universitaire. Ce qui était avant une pratique concrète au travers d'un rituel ne serait plus qu'un ensemble d'énoncés permettant une spéculation, quelque chose qui pourrait concorder avec une raison morale de type kantienne par exemple. Dans un article datant de 2002 se nommant « Expérience confucéenne et discours philosophique », Joël Thoraval propose une analogie qui a la qualité d'être simple et éclairante pour saisir l'effet qu'aurait produite la philosophie universitaire sur la pensée chinoise. Il s'agit de la médecine chinoise suite à l'influence de l'enseignement de la médecine moderne importée. Je le cite. 2 points. Dans la structure moderne que représentent les nouveaux instituts de médecine chinoise, on passe en revanche d'une transmission personnelle à une transmission qui se veut standardisée. L'origine de la relation didactique n'est plus la décision personnelle du maître et du disciple, mais l'affectation administrative d'étudiants à une unité de travail, où ce qui compte est avant tout l'observation conformiste d'un cursus, scandé par des cours et des examens. Il y a d'abord une homogénéisation des textes. Les différentes dimensions intimement unies dans les écrits anciens sont désormais dissociées et affectées à des rubriques spécialisées. Cette opération s'accompagne d'une volonté de systématisation, articulant les connaissances en un ensemble nouveau, présentant des qualités apparentes d'ordre logique. Une théorisation est introduite, reléguant la pratique à la fin du cursus et assurant une appropriation conceptuelle progressive, impersonnelle, mesurable.
Enfin, le résultat de cette transformation est de conduire à l'autonomisation croissante d'une connaissance compréhensible par elle-même, indépendamment d'un mentor. En suivant cette description, il y aurait eu la construction d'un savoir cohérent et logique qui se déstructurerait de l'intérieur, ce qui serait propre à la pratique et à l'enseignement d'une forme de médecine appelée dorénavant traditionnelle. Ce que je pourrais qualifier de dispositif universitaire d'homogénéisation des savoirs aurait produit des effets sur la perception d'un domaine ou d'une culture qui ne seraient initialement pas liés au modèle académique. Par comparaison, je peux facilement imaginer les effets de la philosophie sur la pensée chinoise ou même les effets de l'art sur les formes plastiques dites traditionnelles. Il serait bien trompé, celui qui chercherait au travers des outils de l'art ou de la philosophie à découvrir une authenticité venant d'un territoire exotique. C'est surtout la forme des institutions modernes qui les découvrirait, cachées par l'étiquette de la tradition.